pour l'instant, il est 8h32. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et ce matin, notre invitée est Chantal Boulou. Elle est députée Renaissance de la 2e circonscription des Côtes-d'Armor, à savoir la circonscription de Dinan. Et malgré le froid et le gel, elle est venue jusqu'à nous en direct dans les studios de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs. Alors Chantal Boulou, on va parler de beaucoup de choses ce matin. Évidemment, on n'échappera pas à cette réforme des retraites qui fait couler beaucoup d'encre, qui suscite beaucoup de commentaires à la télévision, à la radio. On a le sentiment que le gouvernement ne veut pas bouger. Est-ce que c'est parfois un peu mal perçu? Quel est votre regard sur cette position du gouvernement ? Je ne pense pas, puisque même M. Macron a informé hier soir qu'il laissait la place à la discussion au Parlement. Je crois que Madame Borne, la Première ministre, est dans cette même vision. La négociation est ouverte, possibilité de discuter. Effectivement, par contre, je pense que les gens attendent une égalité, une équité dans cette réforme. Et je crois que cette réforme, elle est juste. Je ne pense pas que le gouvernement ait choisi de cette réforme, de la mettre en place pour se faire plaisir. C'est vraiment une utilité, et que si ça tombe à cette période, c'est vraiment, nous sommes devant le mur. On annonce un énorme déficit, donc je crois qu'il est urgent de faire cette réforme, même si elle tombe vraiment pas à un bon moment, et ce n'est pas le gouvernement ne fait pas cette réforme pour se faire plaisir. On sent que c'est l'âge de la retraite, 64 ans, qui passe pas. On a même certaines organisations qui demandent un retour à 60 ans. Est-ce qu'il y avait, alors évidemment ça tombe au mauvais moment, hein, vous l'avez dit, cette réforme des retraites, mais est-ce qu'il y avait possibilité de trouver une autre solution, même ne serait-ce que retarder finalement la mise en place de cette réforme? Non, je ne crois pas. Il est urgent par rapport au déficit annoncé. Il y a une réalité. Nous avions, en 1970, 3 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, nous sommes à 1,7 actifs pour un retraité. C'est bien une retraite par répartition, et si nous n'avançons pas sur cette réforme, il n'y aura pas la cotisation nécessaire pour financer les retraités. Donc, elle est urgente, cette réforme, mais par contre, effectivement, nous ne devons pas négliger le temps de négociation, le temps de discussion. Alors on a eu le sentiment, on a vu la rue qui s'est exprimée jeudi dernier. Il y a une autre manifestation qui est prévue le 31, et on voit ces actions parfois dures, violentes vis-à-vis parfois de députés, je le dis, d'élus, comme ces coupures de courant, comme voilà. Est-ce que vous comprenez la rue, mais est-ce que vous réfutez finalement ces actions vis-à-vis des représentants du peuple que sont les députés? Oui. On ne peut pas accepter cette violence. Oui, j'ai des collègues qui ont eu les permanences taguées avec des mots très violents. Je crois que ça, on ne peut pas l'accepter. Par contre, oui, nous devons écouter les gens qui sont dans la rue. Je crois que la Première ministre a vraiment ouvert un dialogue avec les syndicats, avec toutes les corporations. Mais aujourd'hui, cette réforme, elle arrive à un moment où nous sortons d'une épidémie, d'une pandémie inédite qui a engendré de grandes souffrances, un pouvoir d'achat qui est aussi très compliqué. Donc effectivement, entendons les gens de la rue, entendons les propositions, et peut-être qu'on arrivera vers des négociations tout à fait entendables, mais pas de violence. Je crois que ce n'est pas c'est pas la solution. Est-ce que finalement cette réforme qui arrive au mauvais moment, c'est pas aussi permettez-moi le terme, il est peut-être un peu fort, mais un ras-le-bol général, une expression de colère, bien au-delà de la réforme? Une expression de colère, certainement. Sinon, nous n'aurions pas autant de personnes dans la rue. Mais pourtant, restons lucides. La France reste aujourd'hui un pays où les personnes sont accompagnées. C'est un pays où on a
énormément d'aides. Je crois qu'il faut aussi quand même avoir à l'idée que le gouvernement soutient, apporte des aides, que ce soit des aides, le RSA, les aides sociales. Donc on reste à l'écoute et on accompagne les personnes qui sont les plus fragiles. Donc faut vraiment en avoir conscience. On reste un gouvernement à l'écoute des personnes les plus vulnérables et les plus en difficulté. On a aussi le sentiment qu'il y a un problème politique. On voit aujourd'hui la majorité qui amène cette retraite, cette réforme des retraites. Et puis, on voit les autres partis politiques. On voit au PS, ça tangue très fort en ce moment. On voit aussi LR, où ça tangue aussi très fort. On a l'impression qu'on va se retrouver avec finalement la majorité présidentielle et en face le parti de Madame Le Pen, le RN. Le RN est effectivement très positionné, mais restons aussi lucides. La retraite à 60 ans, ce n'est pas possible. Où va-t-on trouver les finances ? Donc, il faut ne pas se déconnecter de la réalité. Et on peut aussi entendre des propositions, mais restons en corrélation avec la réalité et les financements possibles. De plus, nous, dans cette réforme, nous apportons des solutions pour les seniors. Or, si on fait marche arrière, nous allons évincer prioritairement les seniors qui ont l'expérience et qui sont très présents dans les entreprises. Au contraire, privilégions cette expérience et cette part de salariés. Favorisons l'emploi des seniors. Voilà, pour une forme de passage de témoin aussi avec la jeune génération. Complètement. On entend M. Mélenchon qui dit, voilà, on va mourir au travail aujourd'hui. Qu'est-ce que vous répondez à M. Mélenchon ? D'une part, je crois qu'au contraire, les gens vivent beaucoup plus âgés et en meilleure santé, mais effectivement, ce sera aussi passé par cette réforme que nous portons sur la prévention au travail. Une vraie volonté de ce gouvernement de prendre en compte la pénibilité au travail. Je crois qu'elle n'aura jamais été définie autant que sur cette réforme. Donc, prévention à plusieurs période de la vie, et je crois que ça c'est le plus important. Moi j'ai l'expérience en tant que directrice d'EHPAD d'être soignante. Si je prends cette population qui est un métier effectivement très fatigant, mais dans certains cas, nous avons des aides-soignantes qui sont prêtes à travailler même au-delà de 64 ans parce qu'elles sont en meilleure santé que d'autres collègues. Donc il faudra effectivement prendre en compte et revaloriser la prévention au travail. Alors, vous le dites, Chantal Boulou, vous êtes directrice d'EHPAD. C'est aussi la question de l'âge. Aujourd'hui, vous le dites, on vit plus vieux, souvent en meilleure santé. Alors après, il faut relativiser, ça dépend de beaucoup de choses et de beaucoup de facteurs humains ou de la vie, tout simplement. Mais il y a aussi cette notion de fin de vie aujourd'hui. On va en parler dans les semaines qui viennent, puisque le président de la République veut à nouveau aborder le problème, même sous l'angle de l'euthanasie pour les gens qui sont en fin de vie et pour qui on ne peut plus rien. Il y a un véritable débat de société qui va arriver. Vous, de votre point de vue de directrice d'EHPAD aujourd'hui, est-ce qu'on fait assez pour les anciens, pour nos vieux, comme l'on disait jadis, et il n'y a pas du tout de mots péjoratifs dans ma bouche. Est-ce que l'on fait assez pour cette fin de vie, pour cet accompagnement, pour nos aînés, qu'on a tendance un petit peu des fois à mettre sur le côté ? Alors là, je crois que dans votre question, c'est plusieurs questions. Mais si nous abordons le sujet de la fin de vie, alors sujet qui effectivement me passionne, puisqu'au-delà d'être directrice d'EHPAD, j'ai une formation d'infirmière et j'ai fait un DU de soins palliatifs. Donc, sur l'accompagnement de fin de vie, je crois qu'aujourd'hui, nous avons tous les outils possibles pour que les personnes en fin de vie aient un accompagnement digne. Or, le constat, aujourd'hui, c'est qu'encore certains départements n'ont toujours pas de service de soins palliatifs. Donc c'est une lacune énorme. Et même si ces services sont présents,
soyons très vigilants et très à l'écoute de la demande des personnes. Il est absolument anormal qu'aujourd'hui, on ait encore une fin de vie dans la souffrance. Donc c'est un problème à la fois, je pense, de formation, les médecins, les soignants, et de prendre le temps d'écouter les demandes. Quant aux demandes d'euthanasie, il faut être vigilant. Je crois que si déjà on prend le temps d'écouter la personne qui dit qu'elle veut mourir, qu'on lui donne cette possibilité de mourir, faisons attention à la demande. Rien que d'écouter, quelquefois, on a des personnes qui, une fois qu'elles ont échangé sur ce sujet, ne veulent plus mourir parce qu'elles ont compris qu'on était là pour les accompagner, pour les écouter, pour les entendre. Et rien que le fait de pouvoir échanger, on s'aperçoit qu'après, ces personnes ne demandent plus à mourir. Donc je voudrais qu'on soit très vigilants. À ce propos, je vais donc mener une table ronde avec le service de soins palliatifs du centre hospitalier de Dinan, le 16 février à Dinan, table ronde qui sera ouverte à tout public, parce que là aussi, je suis prête à entendre le pourquoi on a besoin d'avancer encore sur une nouvelle loi, alors qu'aujourd'hui, pour moi, les lois sont suffisantes pour mourir dignement. C'est un débat finalement qui est très philosophique au-delà de la politique. Oui, bien sûr, c'est un échange philosophique. C'est le bien-être de la personne, comprendre le pourquoi. Oui, c'est un débat philosophique, bien sûr, au-delà de la politique et au-delà du soin. On parlait tout à l'heure de la réforme des retraites, on parlait de la fin de vie, du grand âge. On a le sentiment, là encore, d'une société qui est en pleine mutation. Est-ce que finalement, c'est un petit peu ça qui fait peur ou qui forme un certain refus de ce changement? Est-ce que vous observez ça, vous, de votre point de vue de député? Un refus de changement? Oui, je pense qu'il y a une évolution de la société, et je crois que cette période de pandémie aurait dû nous rendre plus solidaires, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est un peu l'inverse. On a une société fracturée aujourd'hui. Très fracturée, et je pensais que justement avec la guerre à la porte de l'Europe, soyons solidaires. C'est au-delà du changement de société, effectivement, soyons solidaires. La solidarité, c'est aussi avec le peuple ukrainien. On a vu cette demande, vous parliez à l'instant de la guerre au port de l'Europe, on pourrait presque dire en Europe, puisqu'on voit l'Europe qui se mobilise comme jamais politiquement, mais aussi les différents États, même si ça coince un petit peu. On a vu le président de la République discuter longuement avec le chancelier allemand. Néanmoins, on voit cette Europe qui est volontaire pour essayer d'aider l'Ukraine. Est-ce qu'on en fait assez, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup à faire pour essayer de faire arrêter cette guerre? Beaucoup à faire, certainement. Tant que cette guerre ne sera pas terminée, c'est qu'on a encore beaucoup à faire. Par contre, je crois qu'au niveau de la France, nous avons quand même fait beaucoup. Accueillir les familles, aider, les recevoir sur nos territoires, les accompagner, mais aussi envoyer des vivres, le nécessaire du quotidien pour toutes ces personnes qui sont aujourd'hui dans le noir, privées d'électricité, privées de vivres, privées de vêtements. On se doit de les aider. Enfin, là aussi, c'est une question de solidarité. Mais oui, cette guerre, tant qu'elle ne sera pas arrêtée, qui est une guerre qui est complètement illégale pour ce peuple ukrainien, oui, continuons de les aider. Guerre d'un autre temps qui nécessite aussi des armes, hélas. Il faut bien des armes pour faire la guerre, pour faire reculer la Russie. Là aussi, il faut, je pense, aller droit au but. On voit ces atermoiements un petit peu de l'Europe, justement, autour de la livraison de chars ou pas. La France y réfléchit pour livrer des chars Leclerc. Est-ce que pour vous, c'est une bonne décision ? Si le président Macron prend cette décision, c'est certainement une décision indispensable. Il faut que ce peuple puisse se défendre contre
l'attaque de la Russie, il faut que le peuple puisse se défendre. Il faut être à égalité pour pouvoir se défendre. Je ne l'ai pas dit mais en commençant, mais vous êtes aussi membre de la commission des affaires étrangères. On voit aujourd'hui que, alors on parlait de la guerre en Ukraine, de la Russie qui mène cette guerre d'un autre temps finalement, mais on a aussi beaucoup de foyers, si vous me permettez le terme, dans notre monde. On voit aussi ce qui se passe en Iran, ces femmes, ces jeunes hommes aussi qui paient cher, qui paient de leur vie, le fait simplement de vouloir vivre libre. Est-ce que ça vous inquiète cette période tourmentée, troublée? C'est une évolution absolument scandaleuse. Qu'aujourd'hui, en 2023, parce qu'une mèche de cheveux dépasse, on se fasse tuer. Comment peut-on accepter cette injustice, cette violence? Non, on doit pouvoir s'exprimer sans être condamné de cette manière et cette violence contre les femmes, faite aux femmes, essentiellement bien sûr, pas que les femmes, mais cette violence aux femmes, c'est condamnable. Comment la France peut peser justement sur des pays comme l'Iran pour, sinon adopter des mesures de rétorsion, essayer de faire entendre une voix qui serait la voix de la raison? Au niveau de la commission des affaires étrangères, nous avons pris des décisions. Nous votons des textes pour effectivement condamner ces pratiques. Et la France doit être un interlocuteur important pour condamner ces pratiques et défendre ces personnes opprimées. Alors, il y a aussi l'Afrique, on en parle un petit peu moins en ce moment, mais ça nous ramène aussi à la guerre en Ukraine. On a vu Wagner en Ukraine faire des exactions, des horreurs, il faut bien le dire. Il y a aussi ce même type d'exactions en Afrique, et on a poussé un petit peu la France en dehors de l'Afrique. On pense à l'opération Barkhane. Par la force des choses, nos militaires ont dû reculer. Est-ce que c'est un camouflet pour la France, ou est-ce qu'on aurait dû rester, est-ce qu'on aurait dû forcer le destin, ou est-ce qu'on a bien fait de se retirer finalement, ou en tout cas de s'éloigner? Je crois que la présence de la France est indispensable, mais il y a aussi à prendre soin de nos militaires. On ne peut pas les mettre en avant et attendre qu'ils soient exécutés. On se doit de les protéger. Donc, par contre, la discussion doit être absolument reprise. On ne peut pas laisser ces peuples non plus sans aide. On va parler aussi d'économie. Alors on va revenir à la France et on va parler aussi un peu de la Chine qui est en train aujourd'hui de subir un revers économique, même si on a dit que c'était l'atelier du monde, et la Chine qui entraîne un petit peu les différents pays européens et même d'autres au-delà de l'Europe dans un décrochage économique. Est-ce que là aussi il va falloir que la France et l'Europe plus généralement se montrent fortes? On a l'impression que l'Europe est un petit peu dans l'ombre des États-Unis. Est-ce qu'il va falloir qu'elle s'affirme au niveau économique? L'Europe a toute sa place pour faire face à cette concurrence. Et là, effectivement, c'est au-delà de la France, c'est vraiment l'Europe qui doit être très forte. C'est bien la preuve que la France est obligatoirement dans l'Europe. On ne peut pas se passer aujourd'hui, on ne peut pas sortir de l'Europe, contrairement à ce que voudraient nous faire croire certaines oppositions. Et au contraire, l'Europe doit se renforcer et doit être très forte devant cette concurrence et ce décrochage, comme vous dites, économique. Alors, je le disais tout à l'heure en évoquant la guerre en Ukraine, on a l'impression quand même d'une Europe qui se resserre politiquement, mais pourtant il y a encore des voix dissonantes. On pense à la Hongrie, on pense à la Pologne, qui pourtant fait sa part dans cette guerre en Ukraine. Est-ce qu'il y a encore un grand travail, j'allais dire de concertation, de discussion entre les 27? On a l'impression qu'il y a quand même quelques voix un peu dissonantes. Certainement. Mais de toute façon, quand déjà à notre niveau, quand on voit comment il est difficile entre quelques groupes politiques de discuter, imaginez bien qu'à 27, c'est très compliqué. Mais là, il est urgent de se resserrer et de tenir bon et au contraire, montrer cette grande force qu'est l'Europe. Certains disent la France se dilue dans l'Europe aujourd'hui. Est-ce que c'est votre vision des choses?
Non, je ne crois pas. Non, non. La France est à sa place et je crois que Monsieur Macron fait suffisamment de déplacements et est à l'écoute et fait valoir la force de la France. Non, non, la France a tout à fait sa place et elle ne se dilue pas. Je suis convaincue qu'elle a tout à fait sa place dans l'Europe. Alors, la région, parce que je le disais en commençant, hein, vous êtes député de la deuxième circonscription des Côtes-d'Armor. Dinan, on a une région, la Bretagne, très dynamique aujourd'hui, alors qui connaît ses petits troubles politiques comme toutes les régions, mais ça, c'est une autre histoire, allais-je dire. Est-ce qu'on peut miser aujourd'hui sur l'Europe des régions, justement, sur ces régions qui sont dynamiques comme la Bretagne? Est-ce que les régions, finalement, ont des choses à prouver, presque à la France? Mais la région Bretagne prouve qu'elle est très forte en dynamisme. Et vous parlez de Dinan, effectivement, qui est peut-être la plus belle ville de Bretagne. Nous pouvons être très très fiers de notre ville, avec les contraintes qu'on lui connaît sur le problème du logement. Et c'est là où peut-être la région a toute son importance. C'est une discussion que l'on doit avoir au niveau de la région. Il y a un énorme problème de logement. Il faut penser à nos jeunes qui ont de plus en plus de difficultés, les personnes les plus vulnérables qui ont de plus en plus de difficultés à se loger. Et là, c'est toute l'importance de la région. Mais la région, c'est aussi la discussion pour l'agriculture, pour la défense de cette économie. Et oui, la région, elle est... Peut-être que la région Bretagne peut donner des leçons, effectivement, sur l'ensemble de la France. Oui, oui. On parle aussi beaucoup d'écologie, évidemment, et de mobilité. La Bretagne fait beaucoup pour le train. Comment vous, députés, pouvez faire passer aussi des idées à Paris pour dire, voilà, on pourrait avoir des expériences, on pense au train de nuit, on pense au développement des lignes secondaires, dans cette transition écologique, on pense à l'énergie, évidemment, la production d'énergie, c'est important. La Bretagne souffre justement de ce manque de production depuis des années. Et est-ce que vous pouvez, à votre niveau, faire passer des idées à Paris pour dire, voilà, nous on a une région qui bouge, est-ce qu'on peut tenter des choses, imaginer des choses, accompagner des choses? Mais je crois que je peux vous répondre qu'au niveau des énergies renouvelables, nous avons une très belle démonstration. C'est Éric Botorel, mon collègue, qui a porté le projet des énergies renouvelables, qui a prouvé qu'effectivement, sur la Bretagne, nous avions beaucoup de possibilités et qu'on peut être source aussi d'expérience sans aucun problème. Maintenant, il faut effectivement accepter, parce que tout le monde veut bien de l'énergie renouvelable, mais chez les voisins. Donc, on veut bien des éoliennes, mais pas chez soi. Ouais, c'est ça, mais pas chez soi. On en a eu la démonstration. Après, attention, tenons compte effectivement du secteur économique. Je pense particulièrement, si vous voulez qu'on aille sur le terrain des éoliennes marines, tenons compte des remarques des pêcheurs que je soutiens évidemment et qui nous apportent leur expérience et qui nous font réfléchir. Mais je crois que nous avons en Bretagne d'énormes possibilités et nous n'avons plus le choix. La transition énergétique, c'est effectivement les énergies renouvelables. Donc nous n'avons pas le choix, il faut avancer. Et sur les transports, sur la mobilité, il faut avancer aussi, il faut innover. Innover, oui, mais continuons surtout de préserver ce que nous avons déjà. Enfin, vous avez évoqué tout à l'heure le train, les lignes secondaires. C'est aussi un projet du gouvernement de développer les lignes secondaires. Et oui, continuons de développer, innover. Si quelqu'un a des propositions extraordinaires, mais je crois que nous sommes tous à l'écoute. Moi, je suis prête à entendre et à entendre les personnes qui auront de bonnes idées. Voilà, on va inviter les auditeurs de Bretagne 5 qui ont des idées à vous les transmettre. Tout à fait, je suis à l'écoute. Il nous reste une petite minute, 2 petites minutes, me dit notre réalisateur. Est-ce que vous craignez dans les jours à venir un blocage du pays? Je reviens pour conclure sur cette réforme des retraites qui a du mal à passer. Est-ce que vous craignez qu'il y ait un blocage qui est au niveau social? Alors on parle d'explosion sociale. Est-ce que c'est une des craintes que vous avez? C'est vrai que nous n'attendions peut-être pas autant de personnes dans les rues, mais ce serait bien ce qui pourrait arriver de pire. Aujourd'hui, les gens doivent s'exprimer, aucun souci. Mais par contre, on ne peut pas bloquer un pays. Les gens veulent travailler. Il ne faut pas bloquer le pays, on ne peut pas.
C'est là-dessus que l'on va se quitter. Chantal Boulou, je rappelle que vous êtes députée Renaissance de la 2e circonscription des Côtes-d'Armor, donc circonscription de la plus belle ville de Bretagne, vous l'avez décrété. Je vous laisse la responsabilité de vos propos, Dinan. Et je dois préciser également que vous étiez jusqu'à votre arrivée à l'Assemblée nationale suppléante d'Hervé Berville, qui a été entre-temps nommé secrétaire d'État à la mer. C'est important aussi la mer, ce sera vraiment notre dernier mot. Très important, et je suis très fière d'avoir pris la suite d'Hervé. Je le félicite pour sa nomination. C'est quelqu'un qui est extraordinaire et qui fait de belles réalisations, qui travaille beaucoup dans son ministère. Je suis très fière d'avoir pris sa suite. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Chantal Boulou, d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle journée. Merci, vous aussi. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.